Réconciliation nationale et amnistie générale, un double terme récurrent des lendemains de guerre, lorsque la société épuisée est partagée entre les besoins contradictoires de savoir et d'oublier, de punir et de pardonner pour pouvoir s'en aller enfin apaisée à la rencontre d'un nouveau destin. Mais si, à l'heure des bilans, le prix de la guerre est connu parce que versé, celui de la paix reste encore à payer. Au nom du besoin de savoir et de comprendre, peut-on faire l'économie d'un débat nécessairement contradictoire qui doit impliquer d'abord et de toute évidence les principaux protagonistes, les parties au conflit? Et lorsque la vérité aura été dite, pourra-t-on alors faire l'impasse sur le besoin de justice exprimé par les victimes, toutes les victimes? Le discours du pouvoir ou de ses porte-voix sur la réconciliation nationale présage-t-il d'une solution réelle à la crise algérienne ou s'agit-il d'une nouvelle manœuvre qui s'inscrit dans la lignée de celles dépouillées de toute dimension politique qui l'ont précédée? C'est à ces questions que ce numéro spécial Réconciliation nationale 11 ans après tente d'apporter des éléments de réponse en éclairant la problématique selon diverses perspectives. La voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Comme l'avait si bien dit un jour Maître Ali Abdelnour, l'amnistie est qualifiée d'amnésie. La proximité plus que phonétique, voire sémantique, entre amnistie et amnésie signale l'existence d'un pacte secret avec le déni de mémoire. Le processus d'amnistie est critiqué partout dans le monde comme un déni de justice envers les victimes, dont il faut restaurer la dignité humaine et politique. Elles sont non seulement renvoyées à leur souffrance, mais encore à leur solitude morale. L'amnistie ne peut être que la suite logique de la paix. Elle nécessite des convictions longuement élaborées, approfondies, mûries. Elle nécessite une ambition collective et non une ambition individuelle. L'amnistie, qui ne sera pas précédée par une recherche de la vérité sur les crimes commis, ne sera qu'un échec pour la réconciliation nationale. Comment qualifierez-vous cette charte pour la paix et la réconciliation nationale selon le cas de chacun et chacune de vous? Le 24 juin 1996, ma sœur et mon frère ont été assassinés. Donc, d'autres membres de la famille ont été blessés. Donc, ma mère était laissée pour morte. Donc, comment est-ce que je qualifierais la charte de réconciliation nationale depuis sa promulgation, bien depuis son vote par référendum? Nous avons toujours dénoncé cette charte comme une charte de l'oubli et de l'amnésie. On avait dit déjà à l'époque que la charte avait consacré 3 principes. Le principe de l'oubli, le principe du mensonge, parce qu'il n'y a aucune vérité qui a été révélée par cette charte, et puis surtout la charte de la prime au crime, parce qu'on avait quand même à l'époque prévu quand même de non seulement libérer les assassins et les terroristes, mais aussi de les indemniser et de les remettre dans la vie civile comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas eu des dizaines de milliers de personnes tuées, disparues, des milliers de femmes violées et surtout des centaines de milliers de foyers endeuillés suite à tous les attentats qui ont eu lieu à travers tout le territoire national et suite à la terreur organisée, systématisée pendant plus de 10 ans. Enfin, 11 ans déjà que la charte a été adoptée par référendum. 11 ans déjà que la charte a été adoptée par référendum. Mon fils, ça va faire 20 ans l'année prochaine. 20 ans en janvier 2017 qu'il a été arrêté et qu'il a disparu depuis. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'une charte qui impose aux victimes l'oubli, qui impose aux victimes de se taire, qui impose aux victimes d'acheter leur silence, qui impose aux victimes, à toutes les victimes, je parle pas Chérifa qu'on vient d'entendre,
Sa sœur et son frère ont été assassinés par les groupes armés islamistes en 1996. Et d'un autre côté, nous, les victimes de l'État, nos enfants ont été arrêtés par les agents de l'État. Et qu'est-ce qu'on peut dire de cette charte où il y a un article qui nous empêche d'aller à la justice, cet article 45 qui nous interdit de déposer plainte contre les agents de l'État qui ont dignement servi la nation, et d'un autre côté qui impose aussi aux victimes du terrorisme de se confronter, de vivre avec des personnes qui ont pris les armes et qui ont pris le maquis pendant des années, qui ont assassiné, tué, égorgé, semé la terreur, et qui aujourd'hui bénéficient de la charte et les victimes ne peuvent, à part les regarder, souffrir en les regardant et réimaginer le moment où leurs proches ont été enlevés ou assassinés en les voyant, ne peuvent absolument rien faire. Elles ne peuvent pas aller déposer plainte contre ces personnes, contre ces personnes qui faisaient partie des groupes armés. Et nous ne pouvons pas déposer des plaintes contre les agents de l'État qui ont enlevé nos enfants, bien qu'on connaisse leur nom. Pour la majorité des personnes, on connaît le nom de ces personnes, on sait d'où ils viennent, de quel commissariat, ou de quelle caserne militaire, ou de quelle gendarmerie. On peut rien faire aujourd'hui. Le juge le juge rejette nos demandes de recherche de la vérité. C'est même pas déposer des plaintes, parce que c'est des plaintes, alors là n'en parlons pas, les plaintes n'aboutissent jamais, avec ou sans la charte. Mais c'est la recherche de vérité, on n'a plus le droit de demander la vérité, et on nous impose de tourner la page sans avoir fait cette vérité. Donc ce n'est pas une charte pour la paix et la réconciliation nationale, parce que réconcilier, Shefa aussi peut en dire quelque chose, le réconcilier qui avec qui? Nous étions les victimes, nous n'avons pas commis de meurtre, nous n'avons tué personne, nous n'avons assassiné personne, nous n'avons pas volé, nous n'avons pas violé, nous sommes des victimes. C'est insupportable, c'est le mépris affiché par le pouvoir algérien à notre égard. Le refus du statut de victime, de ces victimes, ils ont fait d'une grande partie du peuple algérien leurs victimes, les victimes de la terreur. Ce qui est dur, c'est de vivre dans un pays qui méprise ses citoyens, avec une justice sourde, qui ne rend que des jugements d'injustice, qui est à la solde du pouvoir. Ça, c'est très dur. C'est très dur de les croiser. À Genève, au Comité des droits de l'homme de l'Union européenne ou dans d'autres instances des rencontres, parce qu'on a participé à des rencontres, et de voir ce regard méprisant, comme si on n'a jamais existé, comme si on a inventé ma grand-mère. Voilà, comme si on l'a inventé et puis on a inventé sa disparition. Et à ce jour, cette politique ne fléchit pas malgré nos souffrances, malgré notre engagement. Et on n'est pas les seuls. On est de nombreuses familles à nous battre et à continuer à nous battre dans des conditions pas faciles. Hein. On est quand même menacés de prison. Hein. Il faut le savoir. Hein. Vous, non seulement circuler, il n'y a plus rien à voir, mais en plus, si vous revenez à la charge, voilà ce qui vous attend. Un peu le sort de vos proches. Voilà ce qui vous attend. Cette fameuse charte est l'un des projets phares qui font encore la fierté du président Abdelaziz Bouteflika. Le chantier de la réconciliation nationale, entamé il y a 11 ans, devait permettre de réconcilier les Algériens après une décennie de guerre civile qui a fait près de 200 000 victimes dans les années 90. Cette charte pour la paix et la réconciliation nationale, adoptée à 90% selon les autorités algériennes, 25% selon des analystes étrangers, le 29 septembre 2005 parfois référendaire, est pourtant loin d'avoir atteint ses objectifs selon les critiques. Pourquoi selon vous? Dites pour la paix et la réconciliation nationale, on n'a même pas eu le droit à la parole. Toute organisation, toute institution, tout membre d'un parti politique a essayé d'appeler au non contre cette charte, ont eu des problèmes, ont été réprimés par les forces de l'ordre. Il y a des membres de partis politiques qui ont essayé de manifester contre la charte et ont quand même été mis en garde à vue pendant 48 heures. C'est une charte qui insulte, à ce que je sache, parce que vous êtes double victime. Victime du terrorisme et d'un autre côté victime du pouvoir. Vous vous dites quoi? Moi, je reviens toujours pour dire qu'il y a eu quand même pendant des années 2 belligérants qui se battaient armes à la main, mais ils ne se battaient pas les uns contre les autres. Le premier ne se battait pas contre l'autre. C'était les civils, les citoyens,
qui se sont retrouvés entre l'enclume et le marteau. On était désarmés, sans armes, on n'était pas protégés. L'État ne nous protégeait pas, ne nous donnait pas des armes. Et les islamistes, d'ailleurs, ne ciblaient que les familles, que les personnes qui n'étaient pas armées et qui n'avaient pas le moyen de se défendre. Donc nous avons payé pour un conflit dans lequel nous n'avions rien à faire. Nous n'avions pas à être ni assassinés, ni touchés de près ou de loin. Maintenant, des islamistes, pendant un certain temps, pour une raison ou pour une autre, ils nous ont ciblés. Ils ont ciblé des civils. Et donc les islamistes maintenant, à l'époque, ils ont ciblé les civils pour prendre le pouvoir. Moi, je me demande comment est-ce qu'on peut cibler des citoyens sans armes et sans pouvoir, les assassiner pour prendre le pouvoir. C'est peut-être quelque chose qu'on n'arrive pas à imaginer. Parce que pour prendre le pouvoir, il faut s'attaquer au pouvoir. Il faut peut-être tuer les gens qui sont au pouvoir. Il faut peut-être interpeller les gens qui sont au pouvoir, mais pas ceux qui n'avaient rien à voir avec le pouvoir. Donc, c'est pour cela que je vous dis que des deux côtés, nous avons payé pour un conflit dans lequel nous étions étrangers et étrangères. De façon universelle, les hommes reconnaissent que la victime d'une injustice a le droit de parler, que les faits dont elle a pâti doivent être établis chaque fois que faire se peut, que la vérité a le droit d'insister pour se faire un jour. Que proposez-vous aujourd'hui pour instaurer la vérité et la justice? Quand on parle de réconciliation, c'est un mot que je ne connais pas. Parce que je pense que quand il y a un problème entre deux personnes, ce sont ces deux personnes qui se réconcilient entre elles. Mais nous n'avions un problème avec personne et on nous dit maintenant, on nous impose une réconciliation. Je comprendrais mieux si on me dit que les islamistes qui voulaient le pouvoir se sont réconciliés avec ceux qui n'ont jamais quitté le pouvoir, qui ont pris le pouvoir en 62 et qui ne veulent plus le quitter. Mais qu'on nous dise à nous qu'il y a réconciliation, c'est-à-dire que le peuple doit se réconcilier, le peuple avec qui il doit se réconcilier? Avec le pouvoir. Le pouvoir ne cherche pas une réconciliation, il cherche à rester au pouvoir, à maintenir le pouvoir, à détenir encore et encore le pouvoir. Donc, pourquoi est-ce qu'on essaie de raconter des mensonges aux citoyens pour dire que la réconciliation aussi a ramené la paix? La paix ne peut pas exister si dans nos cœurs il n'y a pas la paix. Et dans le cœur de toutes les familles des victimes du terrorisme, il n'y a pas de paix. Et il n'y aura pas de paix tant qu'on n'aura pas tout dit, tant qu'on nous aura pas tout dit, tant que la justice n'aura pas posé les bonnes questions aux bonnes personnes pour que les victimes aient les bonnes réponses. Tant que moi, je ne saurais pas pourquoi est-ce que ma famille a été ciblée, pourquoi moi-même j'ai été ciblée, pourquoi est-ce que mon frère et ma sœur ont été assassinés, pourquoi est-ce que ma mère a été blessée et laissée pour morte. Tant qu'il n'y a personne pour me répondre à cette question, et tant que la justice n'a pas posé ces questions en ma présence, en présence de ma mère qui a survécu, non seulement à ses blessures, mais à l'assassinat de 2 de ses enfants, de sa fille Leïla et de son fils Mohamed Reda, je n'arriverai pas à dire que j'ai la paix dans mon cœur. Je n'arriverai pas à dire que je peux rencontrer un citoyen qui n'a jamais ressenti ce que j'ai ressenti moi, qui me dit il ne faut plus parler, laissez-nous vivre ou laissez-nous. Moi, je n'ai jamais empêché quelqu'un de vivre. Les victimes n'ont pas empêché les gens de vivre et ne l'empêcheront pas maintenant. Mais on va les empêcher d'oublier. On va leur rappeler à chaque fois qu'une occasion se présente, on va leur rappeler la décennie qui a endeuillé des dizaines de milliers de familles. Il n'est pas question que ces gens-là nous imposent une paix maquillée. Parce que pour le moment, moi je dis que c'est une paix maquillée. Pourquoi ? Parce que tous les crimes maintenant qui sont commis, est-ce que vous connaissez le nombre d'enfants enlevés par jour ? Est-ce que vous connaissez le nombre d'enfants enlevés par an? Est-ce que vous connaissez le nombre d'enfants âgés de moins de 10 ans qui sont enlevés et assassinés ou bien même mutilés? Donc, toute cette charte nationale n'a fait que remettre en cause et avoir revu en baisse nos valeurs humaines, nos valeurs de paix et nos valeurs de sérénité dans laquelle nous vivions avant que ces islamistes-là ne se brouillent avec ce pouvoir-là. Donc, la paix
La charte de la paix, ça sera quand nos cœurs décideront de cette charte. Et ce n'est pas une paix imposée qui va régler n'importe quel problème. Je le dis et redis que tous ces enlèvements, tous ces crimes qui sont maintenant commis et qu'avant on n'entendait pas parler, c'est parce qu'on avait dit à 40 millions d'Algériens que ceux qui ont assassiné des dizaines de personnes et des centaines de personnes et des milliers de personnes, ce sont vos frères dans le sang et qu'il faut fermer les yeux et qu'il faut les laisser dire ce qu'ils veulent et qu'il faut les laisser dire qu'ils ne regrettent rien et qu'il faut les laisser encore une fois appeler au meurtre contre nos intellectuels, contre nos journalistes, contre nos artistes, contre nos écrivains. Et bien entendu, contre le simple citoyen qui, lorsqu'il se rend n'importe où, il a peur pour son enfant, il a peur pour toute sa famille. Donc, une réconciliation nationale, on ne sait pas ce que c'est. Une paix, on ne sait pas ce que c'est. Par contre, on a toujours dit qu'une paix ne peut être basée que sur 3 principes. Sur le principe de la vérité, le principe de la mémoire et le principe de la justice. Ce n'est qu'à partir de là qu'on peut parler d'une paix que je dirais moi durable. Je reviens vers vous, Nassira. Je pense à un groupe qui a été enlevé dans ce village de Messelmoun. Ils étaient 12 personnes. Certains ont été libérés. Certains, on a entendu et on a entendu dire qu'ils ont creusé eux-mêmes leurs tombes, qu'ils les ont emmenés sur le bord de mer et ils leur ont donné des pelles pour creuser leurs tombes et par des témoins qui ont vu ça. Voilà. Donc, de ces personnes-là, ce qui est invraisemblable, c'est que à 7 personnes, ils ont donné le constat de disparition. À 2 autres personnes, ils veulent pas donner le constat de disparition sous prétexte que la personne est recherchée par les services. Alors qu'ils ont été enlevés tous en même temps. Et on a des témoignages de personnes qui ont vu et qui les ont vus creuser leur propre tombe, tous comme ils étaient. À certains, ils ont donné constat de disparition et les autres, ils disent qu'il est recherché par les services. Ou sinon, à d'autres familles, il risque qu'il est mort dans un accrochage avec les groupes armés. Alors, quand on va rouvrir le dossier, on voit que la famille, et c'est souvent comme ça que la famille se connaît même l'auteur de la personne qui a enlevé leur fils. Soit les militaires, soit les gardes communaux, soit ce qu'on appelait à l'époque les patriotes. Qui ont enlevé. Dans les villages, c'est souvent les patriotes. Qui les ont enlevés, qui les ont fait disparaître, et voilà. Et on salit la mémoire même disparue. Et ce qui est vraisemblable aussi, c'est ironique, quoi. J'ai le sourire, mais ça me fait sourire parce que ça n'a pas le même prix. Quand il donne un constat de disparition, un constat de décès et qui dit qu'il est mort dans les groupes armés islamistes, le plafond de l'indemnisation est de 130 millions de centimes, de dinars, 1,3 million. Et quand il est disparu par les agents de l'État, 198 millions de centimes à partager entre la mère et le père. Donc ça fait 96 et 96. Et quand il est mort quand il déclare qu'il est mort dans les groupes armés, c'est beaucoup moins cher pour la famille. Ça devient une indemnisation pour les personnes les plus démunies. C'est invraisemblable. C'est vraiment remuer le couteau dans la plaie. Et Dieu sait si je connais des familles qui ont accepté de faire cette démarche pour l'indemnisation et qui aujourd'hui n'en dorment plus parce qu'elles ont l'impression, comme m'a dit cette femme, elle regardait ses mains, elle me disait j'ai l'impression d'avoir tué mon fils de mes propres mains parce que sa belle-fille l'a obligée à aller faire cette démarche pour l'indemnisation parce qu'elle a 3 filles, le disparu a laissé 3 filles et sa belle-fille a dit moi je veux cet argent pour l'avenir de mes filles, je veux faire quelque chose pour mes filles. Et donc elle a parce qu'il faut que toute la famille soit d'accord. Donc elle a marché dans la procédure qu'avait entamée sa belle-fille. Et aujourd'hui, quand vous lui parlez, elle regarde ses mains, elle dit j'ai l'impression d'avoir tué mon fils de mes propres mains. Donc c'est ça une paix, c'est ça la paix, c'est ça la réconciliation nationale. C'est ça, est-ce qu'on peut construire un état de droit sur tout le sang qui a baigné, en tournant la page sur ce sang, sur des milliers de victimes et des morts qui hantent l'Algérie, tous ces morts qui sont morts dans les années 90, ils hantent l'Algérie. Ils sont dans nos esprits, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé dans ces années-là. Qui peut oublier ? Tous ces enfants qui ont grandi en enjambant des morts, en trouvant des têtes éparpillées partout, c'était horrible. Qui peut oublier ça ? Jamais, et on ne baissera jamais les bras. Même après la promulgation de la charte, on a quand même continué à alimenter le dossier auprès du Comité des droits de l'homme de l'ONU. On a relancé le pouvoir algérien. Jusqu'à l'année dernière, mon père a publié une page entière dans le quotidien le plus lu en Algérie, Al Watan, à l'occasion des 19 ans de la disparition de sa mère. Et on ne baissera jamais les bras, jamais. On relancera tant qu'on pourra le pouvoir algérien. Et nous comptons
beaucoup sur les quelques consciences actives dans ce pays pour ne jamais abandonner le dossier des disparitions forcées et de toutes les victimes de cette décennie, voilà, qu'ils appellent noire ou rouge, qui est la décennie de leur terreur. Voilà. Lors d'un rassemblement, et où les gens ont cru qu'ils venaient pour réconcilier les Algériens, mais une réconciliation réelle, c'est-à-dire un rétablissement de la vérité et de la justice. Et une mère de disparu est montée sur l'estrade et lui a dit يا رانا فرحانين بك يا سيد الرئيس يا سيد الرئيس قلنا وين هم أولادنا قولوا لنا برك وين هم أولادنا قال لها اسكتي علينا ما تفسديش علينا العرس ما همش في جيبي ما راحش نجبدهم لك باش نجبدهم لك مي سورتو تفسدي علينا العرس تعمل العرس تاعو هو باسكو لي دوفوني بريزيدون حنا ما عندناش عرس لي فامي دي ديسبارو ما يعرفوش واش هو العرس plus jamais. Donc voilà, ce monsieur, il a déjà répondu à une mère de disparu qui est mieux placée que moi pour parler de ces choses. Je suis la belle-fille. Donc, par contre, je dirais aux responsables qui ont décidé des disparitions forcées et leurs complices, par leur silence, je leur disais, messieurs, parlez. Parce qu'ils sont âgés, ces gens-là. Parlez et libérez votre conscience avant qu'il ne soit trop tard. Parlez, monsieur. Parce que vous allez partir avec cette tâche. Parce que, à travers le monde, la disparition forcée, la vérité finit toujours par éclater. Nous avons l'exemple d'autres pays et l'acharnement et le courage des familles des disparus ont vaincu la surdité du pouvoir. Et les gens et les familles ont fini par connaître, pas toute la vérité, mais au moins une partie de la vérité. Donc, autant qu'ils parlent, qu'ils fassent preuve un peu de dignité. Et qu'ils parlent enfin. Parce que même si eux ne parlent pas, nous on parlera. Et on continuera de parler. Et ce que j'attends de l'État algérien, c'est qu'ils prennent en considération ce besoin qui ne peut pas se tarir quand même. Il s'agit de nos proches, nos familles, notre chair, des familles des disparus, des victimes du terrorisme, qui ont besoin de vérité et de justice. Ce n'est pas à coup de loi, telle que la loi de la charte pour la réconciliation, des lois infâmes, qu'on pourra faire taire la vérité. Comme a dit Maman, la vérité est présente, elle est éternelle. On ne fait pas taire une mémoire, on ne peut pas tuer une mémoire. Le peuple algérien est bien placé pour le savoir. Il n'a jamais oublié son identité d'Algérien au bout d'un siècle et demi de colonialisme. Alors, est-ce que ce pouvoir pense vraiment qu'on va oublier les nôtres? On ne les oubliera jamais. On sera toujours là pour le lui rappeler. Et nous, les familles des disparus, nous n'oublions pas non plus que nous inscrivons notre combat dans celui de tous les Algériens qui luttent pour un état de droit. Et seul un état de droit est en mesure de défendre nos droits et de prendre à bras-le-corps ce dossier qui est un dossier sensible et important parce qu'on ne tourne pas une page sans l'écrire. Et c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui. La portée de la charte de réconciliation est plus large que celle de la loi de concorde civile. À l'inverse, la possibilité dont disposaient auparavant les victimes ou les familles de victimes de réclamer des réparations à leurs agresseurs en cas de révocation de la probation, articles 18 et 40, n'est pas retenue dans la charte. Même le mécanisme de probation qui suspendait provisoirement les poursuites à condition que l'individu concerné s'amende, chapitre 3, disparaît du texte. Par rapport au texte sur la concorde civile, la charte introduit de nouvelles dispositions concernant les forces de sécurité et évoque également des mesures économiques, politiques et même des mesures d'ordre moral en appelant au pardon individuel des victimes
et de leurs familles. Les textes d'application sont entrés en vigueur le 2 mars 2006, date à laquelle commencent les premières libérations de prisonniers estimées selon le ministère de la Justice à plus de 2000 individus, en comptant les bénéficiaires de toutes les modalités d'amnistie, de la concorde à la charte. Comment avez-vous vécu ces moments-là, vous qui êtes membre des familles de victimes des années 90 et qui êtes aussi, de toute façon, victimes par la même occasion? Et donc là, en 99, il y a déjà eu cette concorde civile qui a amnistié, qui est une loi d'amnistie, comme la charte aussi, c'est une loi d'amnistie. Les textes d'application de la charte sont des lois d'amnistie, il ne faut pas se voiler la face, c'est clair comme bonjour. Mais la concorde civile, c'était aussi une loi d'amnistie pour les groupes armés islamistes. Et en 2005, quand le président a appelé au référendum, à un référendum pour la paix et la réconciliation nationale, pour cette charte, c'était clair que c'était aussi une loi d'amnistie. D'ailleurs, aujourd'hui encore, on parle encore d'une troisième amnistie. Alors, cette fois-ci, c'est l'amnistie générale. Qu'est-ce qu'ils veulent amnistier encore? Ça, c'est la grande question, c'est le grand point d'interrogation qu'on se pose. Qu'est-ce qu'on peut amnistier? Qu'est-ce qu'ils veulent encore amnistier? Mais pourquoi encore une amnistie? On a beaucoup de suppositions, on n'a aucune preuve, on se pose la question peut-être, on a des suppositions, on peut supposer que c'est pour réintégrer tous ces gens les gens qui étaient dans les faux maquis, parce qu'on dit qu'il y avait des maquis, des vrais et des faux maquis, ou bien que des maquis qui étaient infiltrés par des agents de l'État, par des agents des services secrets. On dit beaucoup de choses, je ne sais pas, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Nous, tout ce qu'on sait, c'est que, de toute façon, nos enfants ont été arrêtés. On ne sait pas pourquoi ils ont été arrêtés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils auraient commis un quelconque délit 20 ans après. Je crois qu'ils auraient purgé leur peine. Sauf si c'est des crimes qui ne sont pas pardonnables, quoi. Mais pourquoi encore une loi d'amnistie? Je sais pas. Et pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui encore d'une autre loi d'amnistie? C'est que c'est l'énigme, quoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'on sait, c'est que cette charte pour la paix et la réconciliation, la concorde civile, le décret amnistiant de 2000, tout ça, c'était pour réintégrer les membres des groupes armés dans la société. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la société qui a vécu ce terrorisme, qui a vécu ce terrorisme d'État et ce terrorisme islamiste, aujourd'hui ne peut rien faire contre ces gens qui on le sait, pour la plupart, on sait qu'ils étaient dans les groupes armés. Je peux aussi parler d'une dame qu'on reçoit à l'association, qui a son fils qui est disparu par les agents de l'État et qui a sa fille qui a été enlevée par les groupes armés islamistes. Et que celui qui a enlevé sa fille, quand il est revenu, le repenti, comme on appelle ça, le repenti, il était fier de raconter qu'il était membre du groupe qui a enlevé sa fille, et sa fille est enterrée là, sous ce pommier-là. Elle a déposé plainte contre lui, elle a été déboutée de sa plainte, et lui dit, tu vois, tu peux rien faire contre moi parce que la loi est pour moi. Donc la charte l'a exonéré de tout ce qu'il peut payer à la justice, que ce qu'il peut. Et de l'autre côté, les familles de disparus qui ont été enlevées par les forces de l'ordre, c'est la même chose. On peut pas déposer des plaintes, et le procureur dit aux familles, il nous dit, parce que je suis aussi une de ces familles, que tant que l'État n'aura pas décidé de quoi que ce soit, je ne peux rien faire. Ou bien il dit, maintenant avec la charte, tout est réglé, ça y est, vous n'avez plus qu'à prendre les indemnisations. Mais est-ce que mon fils a un prix? Il nous oriente vers soit la Commission nationale des droits de l'homme, soit vers le ministère de la Solidarité. Il nous dit, il nous oriente vers les tribunaux pour demander un jugement de décès, parce qu'il faut savoir que pour avoir droit à une indemnisation, il faut d'abord avoir un jugement de décès. Pour avoir ce jugement de décès, il faut avoir un constat de disparition qui est délivré soi-disant après enquête. Au bout de 6 mois, l'autorité compétente doit faire une enquête qui n'est jamais faite, parce que quand ils disent, la seule enquête qu'ils font, c'est convoquer la famille et encore une fois la torturer bien comme il faut, remuer le couteau dans la plaie, comment il a été enlevé, qui c'est qui l'a enlevé, pourquoi vous dites que c'est les autorités, et tout ça, c'est les mêmes questions qu'ils nous posent depuis 20 ans, c'est exactement les mêmes questions. Les services de l'État aussi, il y a eu une répression forte, mais pas contre les gens qui ont porté des armes, mais aussi contre des personnes qui n'étaient ni armées, ni n'avaient les moyens de se défendre. C'est pour cela que lorsqu'on parle de disparition forcée, dans la plupart des cas, c'était des gens qui étaient arrêtés au moment de l'arrestation, n'étaient pas armés. Et avant, n'étaient pas armés, et après on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Donc, des deux côtés,
le peuple a payé un cher tribut. Pour quel résultat, on ne le sait pas. Les conséquences, on les connaît, on les vit. Maintenant, c'est des islamistes criminels qui reconnaissent leurs méfaits et leurs assassinats contre des femmes et contre des militaires et contre des citoyens non armés sur des chaînes TV privées en Algérie. Ils revendiquent leurs actes, ils revendiquent leurs crimes et n'ont pas du tout l'intention de demander pardon, alors que le président de la République avait dit que lui, il allait demander pardon. Donc, est-ce qu'on demande pardon ou on pardonne à des personnes qui ne regrettent rien de leurs méfaits, ne regrettent pas d'avoir assassiné, qui ne regrettent pas d'avoir ciblé des catégories de personnes sans défense et sans protection. Non seulement l'État ne les protégeait pas, mais elles-mêmes ne pouvaient pas se défendre. Donc c'est une charte qui est venue pour régler un conflit dans lequel nous étions étrangers et dans lequel nous restons étrangers. Rajouter une chose pour dire pourquoi le combat pour la vérité et la justice autour de la question de la disparition forcée, il est important dans tous les pays du monde. Et on a vu que ce combat, il a participé du combat du peuple entier, comme le disait ma fille, pour l'avènement d'un état de droit. Parce qu'aujourd'hui, nous le savons en Algérie, cette volonté de mettre entre parenthèses un pan entier de l'histoire de l'Algérie. 10 ans, c'est rien. Hein? Ils s'imaginent que c'est rien. 10 ans, c'est très long. C'est très long. C'est toute une période de... Et tant qu'on n'a pas fait la lumière sur cette période-là, nous continuerons. Les Algériens vont continuer à plonger dans la crise multidimensionnelle que nous vivons. Nous vivons une crise multidimensionnelle dans notre pays. Et nous sommes conscients que la disparition forcée et les victimes du terrorisme, c'est-à-dire toutes les victimes civiles de cette guerre contre les civils, qui a été enclenchée par 2 camps qui se disputaient le pouvoir. Tant que la lumière n'a pas été faite sur ça, tant que la justice n'a pas été rendue, tant que les responsables n'ont pas été identifiés, tant qu'une véritable réparation n'a pas été faite, l'Algérie ne se portera pas mieux. Et contrairement à ce qu'ils veulent faire croire, les actes de violence continueront. Moi, j'ai travaillé dans l'éducation nationale et nous avons tous les gens qui ont travaillé qui se sont penchés sur la question de la violence dans nos écoles. Nous sommes conscients. À un certain moment, j'avais une collègue qui me racontait, elle était dans un établissement et à un certain moment, il y a eu un bruit à l'extérieur. Et tous les enfants ont plongé sous les tables. Et ça l'a marqué à vie. Ça a marqué sa carrière professionnelle. Un réflexe. Cette peur-là, on ne construit pas des citoyens équilibrés dans un état de terreur. Nous portons tous les stigmates. Et comme toutes les plaies, cette plaie, elle ne peut pas se cicatriser si elle n'a pas été nettoyée, si les choses ne sont pas mises à plat, si les responsabilités ne sont pas établies et si justice n'est pas rendue. Et nous avons, dans nos écoles, nous avons constaté une violence chez nos jeunes, beaucoup de problèmes chez nos adolescents qui ont vécu cette guerre civile, plutôt cette guerre contre les civils. Et aujourd'hui, adultes, ils en portent encore les stigmates. Ça, sur le plan psychologique. Laissons de côté sur le plan économique. Même ceux qui n'ont pas été touchés de près, ils ont au moins une fois entendu une bombe exploser, au moins une fois les sirènes des ambulances, au moins une fois les sirènes des policiers qui venaient arrêter les gens, où ils ont observé des ratissages, ils ont pu voir plein de choses. Tout le monde a vécu ces années 90. Et donc et aujourd'hui il faut tourner la page, il faut oublier tout ça. Est-ce que c'est comme ça qu'on veut reconstruire un pays qui a vécu de toute façon tourner la page
Comme dit quelqu'un à qui je pense, depuis 62, on n'arrête pas de tourner les pages. Mais celle-là, on la tournera pas tant qu'on s'est donné comme objectif et on a promis à nos morts, parce que je sais pas si mon fils est vivant ou mort, mais on leur a promis quand même que tant qu'on aura encore un souffle de vie, on continuera à demander la vérité. Pour tous les Algériens. Pour que nos enfants et nos petits-enfants ne connaissent pas ce que nous, ne vivent pas ce que nous on a vécu. Nous ne voulons pas que les Algériens revivent ce qu'on a vécu depuis des années et pendant des années. Enfin, je dis et je redis qu'une réconciliation, je vais reposer la question comme l'avait reposé tout à l'heure Nassera, entre qui et pour qui. Elle a été mise en place pour qui? Pour régler quoi? Si c'est pour régler le problème de la situation sécuritaire, les problèmes de sécurité se posent toujours d'une manière ou d'une autre. Après le retour de certains islamistes terroristes chez eux, on a su par le biais de la presse que ces mêmes repentis qui ont commis des attentats à la bombe dans plusieurs endroits à Alger et ailleurs. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette réconciliation nationale a juste revu en baisse nos valeurs. Il y a plus de criminels qu'avant, plus de criminalité, plus de personnes qui ne se sentent plus en sécurité. Un enfant ne peut plus aller à l'école seul sans être accompagné de ses parents et quelquefois, même accompagné de ses parents, il peut être enlevé. Pourquoi? Parce que tous ces jeunes-là, qu'est-ce qu'on leur a appris? On leur a appris que la vie d'une personne, ce n'est rien. Et qu'une personne, c'est rien. Quand on prend quelqu'un de chez lui, qu'il disparaît à jamais, ça veut dire quoi? Ça veut dire message que cette personne n'a jamais existé. Et pour la personne qui a été assassinée par les islamistes, assassinée parce que la vie n'a plus de valeur dans ce pays. Et parce que l'État algérien n'accorde aucune valeur à la vie humaine, aux droits de la personne. Donc, moi, je parle surtout de tout ce qui est droit élémentaire. Et le droit à la vie, je pense que c'est essentiel. Donc, un islamiste qui se présente chez toi, qui tue ton mari en ta présence ou ton enfant en ta présence, ou bien enlève tes enfants et te dit dans quelques heures, il va revenir et que vous ne le reverrez jamais, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi quand quelques années plus tard, l'État algérien dit que ceux-là sont vos frères et que le président de la République leur a pardonné et qu'on n'a plus le droit d'évoquer les assassinats et les massacres que nous avons connus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a donné des leçons de criminalité à toute une génération qui est en train d'arriver et qui ne voit pas d'inconvénient à tuer un enfant. Donc, comment est-ce qu'on pourrait parler de cette charte pour la réconciliation nationale alors que rien de bon n'a été comme résultat? On n'a pas vu de résultat positif parce que sinon on serait content. Mais nous, le premier jour, lorsqu'on avait dit que cette charte de réconciliation nationale n'était qu'une charte pour l'oubli, une charte pour le mensonge et une charte pour l'amnésie, on aurait bien aimé que quelques années plus tard, on se serait trompé. Malheureusement, le constat est là. C'est une réconciliation qui a apporté beaucoup de malheur aux Algériens, qui a rapporté quand même une certaine instabilité à l'Algérie, et qui a surtout ramené beaucoup d'incertitudes pour nos jeunes. C'est pour cela que moi je reviens toujours aux valeurs que nous ont inculquées nos parents, notre religion, notre école à l'époque, parce qu'on avait quand même une école qui donnait certaines valeurs. Maintenant on apprend à un enfant comment faire les ablutions d'un mort. Ça se passe dans les classes. On apprend à un enfant comment faire la prière. Alors on se dit, on est en train de préparer toute cette génération à la mort. On les prépare à la mort au lieu de les préparer à la vie. On les prépare à donner la mort plutôt qu'à donner la vie. Lorsqu'on voit par exemple que dans d'autres écoles, dans d'autres pays, où on apprend aux enfants à secourir des personnes pour que ces personnes survivent à un accident, survivent à une crise cardiaque. Chez nous, on apprend à nos enfants dès leur jeune âge à comment tuer un mouton. Le raccourci est vite fait. Entre égorger un mouton et quelques années plus tard, égorger un homme ou une femme, c'est rien du tout parce qu'on l'a appris très très jeune. On a appris que égorger, c'est peut-être un acte de salut vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la religion, et puis surtout, on s'assure qu'on aura le paradis. Donc, on prépare les enfants à la mort. La réconciliation
prépare les criminels à être criminels et les victimes dans tout cela, elles ne se retrouvent pas. Elles n'ont pas le droit, en plus d'évoquer la mémoire, elles n'ont pas le droit de demander la vérité et surtout, elles n'ont pas, ça a déjà été dit, elles n'ont même pas le droit de déposer plainte. Donc, je pense que quelques années plus tard, c'est-à-dire depuis 2005, et avec les textes d'application de cette charte, on a vu des terroristes narguer leurs victimes. Moi-même, avec d'autres victimes, nous avons assisté à un procès à la cour d'Alger où les terroristes, avant de sortir, nous ont craché dessus. Et en rigolant, ces deux terroristes, l'un d'entre eux, avait, pleine audience, avait reconnu qu'avec ses acolytes, avait enlevé 70 filles du côté de Chlef et violé ces filles, et ces filles qui ont fini par disparaître. L'autre a reconnu l'assassinat de dizaines de personnes dans tous les villages autour de Chlef. Et leur seule préoccupation, c'était comment ils pouvaient se retrouver là, puisque eux, ils se sont rendus dans le cadre de la réconciliation nationale. Et en sortant, ils nous ont regardés, ont craché dessus avant de sortir et nous narguer avec un sourire. C'est ça la réconciliation nationale. Le principal défaut de la charte est de fermer la porte à la clarification et au procès judiciaire contre les auteurs des crimes et les violations de droits de l'homme. Ce manque de transparence empêche les familles d'identifier les responsables et de connaître les circonstances des crimes commis sur leurs proches. Plus encore, l'évocation de culpabilité par d'autres moyens écrits ou visuels sera sanctionnée par des peines de prison allant de 3 à 5 ans et des amendes élevées, selon l'article 46 de l'ordonnance. En même temps, l'amnistie des auteurs de crimes individuels se déclarait amnistiable, qu'ils soient en liberté ou détenus, ôte définitivement la possibilité de connaître la vérité. Quant aux crimes non amnistiables, massacres, viols et attentats à la bombe, il faut rappeler le nombre très limité de procès les concernant, ainsi que le manque d'informations se rapportant aux actes de violence. Il est finalement préoccupant de constater que les textes d'application confèrent au président les pleins pouvoirs pour prolonger les effets de la charte, en stipulant qu'il peut à tout moment prendre toute autre mesure requise pour la mise en œuvre de la charte. Article 47 de l'ordonnance. Ma question, cher invité, à qui profite cette charte finalement? Cet article-là, c'est une entrave à la liberté d'expression. C'est encore une répression contre les victimes. Et c'est encore un autre crime commis contre les victimes. Parce que les victimes en Algérie ne sont pas victimes une seule fois, qu'elles soient d'un côté ou de l'autre. Elles sont victimes plusieurs fois. Et c'est l'État qui permet cela. Et c'est l'État qui a mis en place des politiques pour permettre à ce que les victimes, non seulement subissent ce qu'elles ont subi, mais qu'elles peuvent subir tout le long de leur vie des insanités et des insultes de la part aussi bien de l'État que de la part des criminels qui ont pris leurs proches. Le crime ne peut pas rester impuni. Et les victimes, j'espère qu'un jour elles auront leur droit à la vérité, et nous continuerons à nous battre, comme j'ai dit aussi, même s'il nous restait un petit souffle de vie, à nous battre jusqu'à ce qu'on arrive à instaurer, qu'on ait des libertés dans ce pays, qu'on puisse se réunir, qu'on puisse se regrouper, qu'on puisse manifester, qu'on puisse travailler pour ce pays, parce que les associations de droits de l'homme ne sont pas des associations comme on nous traite en Algérie, ne sont pas des traîtres, ne sont pas des personnes hostiles. Voilà, c'est exactement les termes que les autorités emploient. Nous sommes hostiles aux personnes qui ont pillé ce pays, qui ont volé ce pays, avec autant de richesses, avec toutes les richesses qu'on a dans ce pays. Nous sommes un peuple pauvre. Nous sommes hostiles à ce pouvoir, nous sommes hostiles à ce système qui a détruit notre pays. Nous aimons notre pays et nous voulons que les Algériens vivent libres dans leur pays. C'est la jeunesse algérienne qui a été visée dans les années 90 et c'est toujours la jeunesse algérienne qui est visée qui est toujours visée. C'est le mépris total. Là, d'abord, la justice indépendante, les libertés individuelles et tout ça qui nous mènera à un état de droit. Et ce n'est que l'état de droit qui pourra répondre à nos désirs, à nos souhaits, à notre soif,
à notre soif de vérité et de justice. Un dernier mot, Chefa Khaddad. Des intellectuels ont été assassinés ou chassés de ce pays. Je pense que nous aurons peut-être 2 siècles pour peut-être reconstruire toute cette valeur humaine qui a été décimée, ou par assassinat ou bien par l'obligation de déserter ce pays. C'est dommage que maintenant la matière grise nous manque dans ce pays. C'est dommage que c'est l'hypocrisie qui règne. C'est dommage que ce sont les va-nu-pieds qui sont en train de décider du sort de ce pays. C'est dommage que tous les jours on apprend que les gouvernants qui imposent l'arabe dans les écoles et l'arabe comme langue officielle envoient leurs enfants dans les écoles à l'étranger pour apprendre d'autres langues, les langues des sciences. C'est dommage que nos gouvernants ne se fassent pas soigner dans ce pays et qu'ils aillent dans d'autres pays plus cléments pour pouvoir se faire soigner parce que leur médecine elle est plus développée que la nôtre. C'est dommage que nos citoyens puissent demander des visas de tourisme de santé pour pouvoir aller se soigner en Tunisie, un pays minuscule, mais qui a les potentialités pour pouvoir prendre en charge médicalement des maladies qu'en Algérie on ne peut pas le faire. C'est dommage de voir que le ministre de la Santé, que le président de la République, que tous ceux qui sont au pouvoir puissent dans les caisses de l'État pour aller se faire soigner dans les hôpitaux qui répondent aux normes de la santé. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les écoles on prépare les enfants à mourir et à donner la mort. Voilà où on en est. C'est dommage. 1000 fois dommage. Merci à vous de m'avoir attribué cette tribune d'expression et de m'avoir donné la parole pour m'exprimer à l'occasion de l'anniversaire de cette sinistre charte. Merci Nassira Dutour d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je remercie toute l'équipe de Radio de Sans Voix qui fait un travail extraordinaire, qui donne la voix aux sans voix.